Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, invité politique, est Stéphane Perrin-Sarzier. Il est vice-président du Conseil régional de Bretagne. Il est en charge des finances. On va donc parler politique et gros sous, si vous me permettez. Bonjour. Bonjour à vous et merci de votre invitation. Alors, quand je disais qu'on allait parler politique et gros sous, on va évidemment parler de politique pour commencer avec la longue attente qui a été la nomination d'un Premier ministre en la personne de Michel Barnier, qui consulte actuellement pour composer son gouvernement. Qu'est-ce que ça peut signifier pour des régions comme la région Bretagne, l'arrivée de ce Premier ministre qu'on dit à la fois libéral mais aussi à l'écoute des problèmes? Bon, d'abord, c'est une séquence quand même qui nous a malheureusement occupé tout l'été. Je suis pas sûr que le spectacle qui a été donné soit apprécié par nos concitoyens. Ce qui s'est passé est quand même assez consternant. En tout cas, pour moi, homme de gauche, aujourd'hui n'appartenant plus à aucune formation politique, mais quand même engagé, je dois dire que le spectacle qui a été offert était quand même assez loin de nos attentes. En plus, on est à un moment, on va revenir aux questions de gros sous, comme vous dites, où on est en attente de la construction d'un budget qui va avoir un impact pour nos collectivités. Et donc, le fait de ne pas avoir de ligne aujourd'hui sur ce que sera ce budget, y compris maintenant que Michel Barnier est nommé Premier ministre, puisque nous n'avons toujours pas eu de discours de politique générale, donc on ne sait pas quelles vont être ses orientations, je pense que ça devient quand même compliqué. À cette époque-là de l'année, très souvent, moi, pour Région de France, je suis auditionné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, du Sénat, on commence à échanger, on voit les ministres. Là, aujourd'hui, on est complètement dans le flou. Alors, la personne elle-même de Michel Barnier pose pas de difficulté, c'est quelqu'un d'honorable. Il a le mérite d'avoir été élu local, très jeune. Donc, c'est d'ailleurs un sujet sur lequel j'avais eu l'occasion d'échanger avec lui lorsqu'il était venu dans les Côtes d'Armor parler du Brexit il y a quelque temps. Et donc, il me rappelait plus jeune conseiller général à 22 ans, donc c'est quelqu'un qui a été élu local. Donc, il a négocié le Brexit. Et il a négocié le Brexit. Dans les conditions qu'on connaît. Dans les conditions qu'on connaît, avec une attention sur le sujet de la pêche qui concernait particulièrement la Bretagne, et sur lequel il a été à l'écoute, et sur lequel le président Chéné Girard avait échangé longuement avec lui pour préserver les intérêts de nos pêcheurs. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les territoires. Il n'empêche maintenant qu'on ne connaît pas sa ligne politique, on ne connaît pas exactement les contours de la majorité qui va le soutenir, puisqu'on voit bien que LR est à la manœuvre après avoir dit qu'il ne serait pas dans un gouvernement de coalition. On voit hier que les députés dits macronistes ne donnaient pas un blanc-seing. Donc il y a quand même encore beaucoup d'interrogations, à un moment encore une fois où il va falloir qu'on prépare nos budgets et on ne sait pas quelle sera la ligne qui va être suivie. Et ça, c'est une complexité quand même. Alors, avec un budget qui doit être voté, en tout cas entériné le 1er octobre, on craint que ce soit un peu juste au niveau des délais, compte tenu de la rentrée parlementaire. Et puis, il y a eu aussi ces propos un petit peu en amont de cette nomination, propos tenus par l'ex-ministre, on peut le dire comme ça aujourd'hui, Bruno Le Maire, qui s'inquiétait d'un nouveau dérapage, on pourrait le dire, là aussi comme ça, budgétaire, avec 16 milliards de plus, ou en tout cas de moins dans les caisses de l'État. La faute aux collectivités locales et territoriales. En tout cas, voilà ce que, en substance, a dit Bruno Le Maire. J'imagine que la pilule a été dure à avaler. Oh, c'est plus que ça. Là, je pense que je suis arrivé à un stade de grande colère sur ces sujets-là et sur la manière dont on pointe les collectivités. D'abord, je veux rappeler que le poids des collectivités locales, toutes collectivités locales confondues dans la dette de la nation, c'est 8,1%. 8,1%. Les dépenses de sécurité sociale, la dette de la sécurité sociale, c'est 8,4%. Tout le reste, plus de 83%, c'est de la responsabilité de l'État central. Et l'État ne pèse pourtant que 45% de la dépense publique. Donc, l'État, qui n'est responsable que 45% de la dépense publique, génère plus de 80% de notre dette. Ensuite, moi, ce que j'observe, c'est que pendant la période Covid, et encore après avec l'inflation, nous avons, en tout cas pour les régions, tout assumé seuls. Hausse des dépenses d'énergie qui a impacté nos lycées, le chauffage dans les lycées, les dépenses d'énergie, les coûts de transport, ça coûte plus cher de faire rouler des trains, de faire tourner des cars, de faire flotter des bateaux pour desservir nos îles.
On a notre charge d'intérêt qui a augmenté, les taux d'intérêt ont augmenté, donc on emprunte plus cher qu'on empruntait il y a encore 4 ou 5 ans. Nos agents, il faut les payer, et il faut mieux les payer parce qu'on a aujourd'hui des enjeux de recrutement. Et donc on a assumé ça tout seul, sans aucun accompagnement supplémentaire de l'État. Et donc venir aujourd'hui nous dire que les collectivités qui ont fait en sorte que les services publics locaux tournent, contrairement à certains services publics de l'État, allez voir les hôpitaux, on est bien placé pour le savoir dans le centre-Bretagne, allez voir l'état de nos universités, l'état des palais de justice, etc. Nous, les services publics locaux, communes, départements, régions, ils tournent. Donc on a fait tout ça, on l'a assumé seul ou quasiment. Donc venir aujourd'hui nous faire des procès de ce type-là, moi ça me met en colère. C'est une forme, je le dis, de populisme qui vise à stigmatiser les élus locaux, et je pense que c'est la dernière chose dont on a besoin en ce moment. Vraiment, donc c'est beaucoup de colère que j'ai ressentie. Ça s'ajoute à plein de déclarations un peu du même type que certains véhiculent de manière régulière. Quand on a 40% des maires qui songent à ne pas se représenter, je pense que c'est des discours qui sont extrêmement dangereux. On les entend beaucoup, les maires, ici sur l'antenne de Bretagne 5, par exemple dans Destination Commune, chaque matin avec Nathalie Villalon. Souvent, on a l'impression qu'ils portent beaucoup de choses à bout de bras. Est-ce que c'est le cas aussi pour une région comme la région Bretagne? On a entendu quelques élus, parfois, au détour d'un couloir, dire voilà, l'État nous abandonne, nous donne de plus en plus de choses à faire sans moyens. Si vous voulez, les compétences qu'on a assumées sont des compétences pour lesquelles, dans le meilleur des cas, il faut qu'on assume des surcoûts. Dans le pire des cas, il faut même qu'on rattrape des sous-investissements de l'État lorsqu'il était en charge d'infrastructures. Prendre quelques exemples très rapidement. Le port de Saint-Malo, le port de Lorient, le port de Brest. C'est des ports qui appartenaient autrefois à l'État, que l'État nous a transférés, dans lesquels l'État a sous-investi pendant des années. Donc nous avons aujourd'hui des millions d'euros à consacrer à remettre en état un patrimoine que l'État avait abandonné. La RN 164, c'est une route nationale. Donc normalement, le conseil régional ne devrait pas mettre un centime dans cette affaire-là. Mais si nous ne faisons pas l'effort de mettre de l'argent pour assurer cet engagement du général de Gaulle, quand même, Quimper, le plan routier. Le plan routier. Bon... si on ne met pas la moitié de l'investissement sur la table, si on ne finance pas nous-mêmes la moitié de l'investissement, rien ne se fait sur ce dossier. Donc on assume des désinvestissements passés de l'État, on doit continuer à l'accompagner sur ses compétences à lui, on participe à la rénovation de bâtiments universitaires, donc on va au-delà de nos compétences. Donc à un moment donné, avec les moyens qui sont les nôtres, avec les recettes qui sont les nôtres aujourd'hui, le système ne va pas fonctionner longtemps. Donc on a... peut-être moins que les maires qui sont dans des services directs à la population et qui doivent tout assumer partout, tout le temps, et avec des petites équipes, moins peut-être de difficultés au quotidien, mais il n'empêche que sur les grands enjeux de mobilité, d'éducation, de formation, moi je dois bien constater que l'État n'est pas là, ou alors il est volontiers donneur de leçons, donneur d'ordre, et ensuite c'est à nous de nous débrouiller pour faire tout ce qu'il y a à faire et à mettre en œuvre les injonctions de l'État. C'est un peu compliqué. Avec toujours une demande croissante des habitants. Alors ici en Bretagne, il y a des problèmes, on ne va pas les nier. On a parlé des mobilités. Alors la région s'est beaucoup investie dans les mobilités, dans le ferroviaire en particulier, avec la dernière réalisation en date, la modernisation de la ligne Dinan-Dole et Dinan-Lamballe, voilà. Mais aussi, il y a une demande croissante. Alors pour le logement, justement, c'est un problème récurrent. Aujourd'hui, on le voit à longueur de colonne chez nos confrères de la presse écrite. La région est obligée aussi d'intervenir à ce niveau-là, est obligée de fixer des règles aussi. Alors sur le logement, comme sur la santé d'ailleurs, qui sont deux préoccupations quotidiennes en Bretagne, la difficulté que nous avons, c'est que nous ne sommes pas au cœur de nos compétences. Nous ne construisons pas de logements. Sur la santé, c'est pas nous qui sommes en charge de faire tourner les hôpitaux. On accompagne quand même les territoires. Moi, j'ai fait des inaugurations pas plus tard que la semaine dernière où on a accompagné des communes qui rénovent des logements en centre-bourg qui étaient pour certains vides depuis des dizaines d'années. Donc, on remet en service, on accompagne les communes pour remettre en service des logements. On accompagne des communes pour faire des centres de santé. Donc, on est sur plutôt l'accompagnement des territoires sur ces sujets-là. Mais le problème de fond qui est la production de logements, qui s'effondre aujourd'hui, du fait de décisions politiques prises au niveau national, c'est malheureusement pas à notre main.
On avait essayé à une époque, plutôt avec succès d'ailleurs, d'organiser le Pacte breton, comme on dit volontiers, sur le sujet du Pinel, pour faire en sorte que ces aides fiscales soient mieux réparties sur le territoire breton, et ne soient pas concentrées sur les grandes métropoles. C'est une mobilisation bretonne, toute sensibilité politique confondue, qui avait bien fonctionné. Mais on voit bien aujourd'hui que l'effondrement de la production de logements, notamment de logements sociaux, la difficulté dans laquelle sont les bailleurs sociaux pour financer la construction de logements dont nous avons impérativement besoin, eh bien, elle n'est pas permise par des décisions qui ont été prises. On se souvient de la baisse de 5 € sur les APL. On a un peu fait la poche des bailleurs sociaux. Et donc, nous, même si on essaye d'accompagner les territoires dans la production de logements, on n'est quand même pas au cœur de nos compétences. Donc, c'est vrai que c'est une vraie difficulté pour nous parce que les citoyens, ils nous interpellent, comme sur la santé. Et malheureusement, parce que nous n'avons pas assez d'autonomie, c'est toujours ce sujet-là finalement. On va en dire un mot d'autonomie en Bretagne, pas seulement le conseil régional, mais les départements, les communes, les intercommunalités, qu'on nous laisse un peu plus la main sur ces sujets-là qui sont aujourd'hui malheureusement pas très bien traités, notamment par l'État central. Alors, l'État central, justement, l'État régalien, comme l'on dit, ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, en termes de finances, on aura compris, on aura entendu aussi votre colère, mais on a l'impression aussi que les régions, alors on va rester chez nous en Bretagne, sont un peu pieds et poings liés, n'arrivent pas à défaire les liens pour obtenir plus de compétences et surtout plus de moyens. En fait, sur les compétences, il y a un vieux fonds jacobin. Vous avez employé l'expression d'État régalien. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'État, il s'occupe très bien du régalien, déjà. On a besoin de services de police qui fonctionnent, on a besoin d'un ministère de la Justice et d'un service public de la justice qui fonctionne, on a besoin d'hôpitaux qui fonctionnent, on a besoin d'une armée qui soit opérationnelle. Et malheureusement, l'État, en tout cas, on constate chacun, les concitoyens dans les territoires, que sur ces compétences régaliennes-là, l'État n'est pas toujours au rendez-vous. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait un État qui se recentre sur ses compétences régaliennes. Moi, je ne suis pas hostile à l'État. Je ne suis pas hostile au préfet. Moi, je veux un préfet fort, mais je veux un président de région fort, des présidents de département forts et des maires forts. C'est-à-dire que si on n'arme pas les institutions qui existent, eh bien, il ne faut pas s'étonner après que les populistes s'emparent de la situation. Donc, on a demandé, redemandé, redemandé à avoir des nouvelles compétences. Il faut que l'État apprenne à nous laisser la main sur ce qui n'est pas le cœur de ses compétences. Moi, je constate que depuis 2016 que je suis élu régional, que même quand un Premier ministre comme Édouard Philippe vient signer un pacte où il est écrit qu'on a un peu plus de latitude pour agir sur certaines choses, eh bien derrière, tout se met en route, toute la machine se met en route pour essayer d'empêcher la mise en œuvre effective de ces mécanismes. Prendre un exemple, on a une petite délégation en matière culturelle sur le livre. C'est, quelques dizaines ou une centaine de milliers d'euros. Bon, on nous explique qu'on va quasiment mettre en danger la République si c'est la région Bretagne qui s'en occupe. Bon, faut être un peu sérieux. Pourquoi cette peur, finalement ? Mais parce que il y a deux idées, je pense, au niveau central. C'est de se dire que l'intérêt général est mieux assuré par l'État que par les élus locaux, dont on dit qu'ils vont faire du clientélisme, etc. Donc on a une espèce de croyance que le fonctionnaire, le directeur d'administration centrale est, lui, parfaitement étanche et ne sera pas clientéliste et est le seul garant, finalement, de l'intérêt général. Il y a ça, vraiment. Je ne parle pas des fonctionnaires dans les territoires. Moi, je voudrais plus de fonctionnaires dans les territoires de l'État. Et puis, deuxièmement, il y a cette idée que, comme c'est compliqué, il y a de la dette, etc., si on laisse de l'autonomie, ça va déraper. Donc, reprenons tout en rêne courte. Voilà. Pilotons tout en centrale. Très bien. Tout sera bien tenu. Et puis, comme ça, on évitera les dérapages. Démonstration est faite que c'est exactement l'inverse qui se passe aujourd'hui. Vraiment. On a entendu le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard, il y a quelques mois, s'exprimer autour justement d'une possible autonomie. C'était lors d'un déplacement de Gérald Darmanin en Corse, justement pour accorder à la Corse un statut particulier. Loïc Chenet-Girard a dit chiche. Finalement, pourquoi pas la Bretagne ? Il y a des années qu'il y a des revendications dans ce sens-là. Aujourd'hui, le mot autonomie ne fait pas peur. Absolument. On ne parle pas d'indépendance. Absolument. Voilà, on va faire la nuance. Est-ce que c'est une des solutions, justement, peut-être pour sortir de...
j'allais pas se dire de cette crise sans en rajouter. C'est la solution pour sortir de la crise politique ou démocratique dans laquelle on est. Qu'est-ce qui va se passer si on continue comme ça? Est-ce que les gens vont longtemps aller voter, y compris pour les élections locales? Vous parlez des maires qui se sentent délaissés, mais aujourd'hui, quel est le problème pour les maires? C'est qu'ils se retrouvent dépositaires de plein de problèmes avec zéro moyen d'action. Bon. Quand on est sollicité sur des grands enjeux, nous, à la région, pour prendre les algues vertes, pour faire un sujet qui fait polémique, où on vient nous trouver, mais on a quoi, nous, pour résoudre ce problème? Comme dit le président Géné Girard, que vous avez cité à l'instant, c'est pas avec un cure-dent et une pince à épiler qu'on va résoudre le problème. Aujourd'hui, quand on prend les budgets qui sont les nôtres sur l'agriculture, on n'a aucune possibilité de maîtriser le foncier, qui est quand même le nerf de la guerre, le foncier agricole, pour savoir qu'est-ce qu'on fait de nos terres agricoles, éviter qu'elles soient artificialisées, et éviter qu'elles soient utilisées pour des pollutions des productions plus polluantes que d'autres, etc. Mais tout ça, on n'a pas la maîtrise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient ramasser les algues vertes, trouver des solutions de valorisation, mais évidemment, on n'est pas à l'échelle. Alors, deux choses une, où l'État sait faire, et il le fait. Enfin, j'ai pas constaté jusqu'à maintenant que c'était efficace. Ou alors, effectivement, on nous donne la main. Et je pense que si on nous donne la main, eh bien, on aura la capacité de répondre. Et vous savez, nous, on est réélus tous les 6 ans. On remet en jeu notre mandat tous les 6 ans. Les gens, ils savent nous trouver, ils savent où on est. Et donc, on ne sera pas, comme un directeur d'administration centrale, pour reprendre ce sujet, à Paris, hors de portée des citoyens. Nous, on a des comptes directement à rendre. Donc, si on ne passe pas cette étape-là, je pense qu'on ne sortira pas de la crise démocratique. Et on aura les extrêmes au pouvoir à Paris, alors que, en gros, ce qu'on nous disait jusqu'à maintenant, c'est « Ah bah oui, mais imaginez qu'une région passe à l'extrême droite, ça serait une catastrophe. » Oui, mais le sujet aujourd'hui, c'est que c'est le gouvernement qui risque d'être dans les mains de l'extrême droite. Ça, c'est le vrai sujet. Avec, justement, puisqu'on en parle, et qu'on a pu voir les résultats, évidemment, des élections européennes et des 2 tours des législatives, une région Bretagne qui, alors quand je dis la région, je parle de la région géographique, évidemment, oui. Était jusqu'à présent plutôt épargnée par le phénomène de la montée du Rassemblement national. Et là, les derniers chiffres démentent toutes les prévisions. On a vu une forte poussée du Rassemblement national, même une forme de confort, d'accentuation, en tout cas dans les chiffres. Est-ce que c'est de nature, je vous pose la question, je l'ai posé à plusieurs invités, est-ce que c'est de nature à vous inquiéter, à vous interpeller, peut-être à vous dire aussi qu'il y a une grande colère. Tous les gens qui votent pour le Rassemblement national n'adhèrent pas forcément aux idées du parti en question, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle finalement? Mais moi, je n'ai jamais cru que la Bretagne était étanche aux phénomènes qui traversent notre pays, qui traversent l'Europe ou qui traversent le monde. Je n'ai jamais cru à ça. On a des moyens de résister à ça que peut-être d'autres régions n'ont pas. On a un tissu associatif plus fort peut-être qu'ailleurs. On a des corps intermédiaires, des syndicats, des coopératives, des mouvements mutualistes, etc., qui sont mieux structurés qu'ailleurs parce que c'est l'histoire de la Bretagne. Mais je n'ai jamais cru que ça nous permettrait toujours d'être étanches à ces phénomènes. Et ce qui se passe, ce qui s'est passé aux élections européennes puis aux élections législatives, c'est très clairement la manifestation d'une forme de résignation de nos concitoyens. Pas d'adhésion, effectivement, vous avez raison de le dire, mais quand c'est compliqué d'avoir l'accès à des services d'urgence, quand vous n'avez plus de services publics à proximité et qu'il faut faire 20, 30, 1 heure de route pour arriver à votre service public, etc., qu'on essaie de compenser par des maisons France Service, etc., mais on sait bien qu'il y a un sentiment quand même de délaissement. Et puis il y a la question aussi du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que quand les citoyens n'arrivent plus à vivre de leur travail, je ne parle pas de gens qui sont avec des allocations, mais de leur travail, eh bien, on a un vrai sujet. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas, dans une région qui est aussi une région ouvrière, qui est aussi une région industrielle, ben, ça ne m'étonne pas que quand ces gens-là sont un peu stigmatisés, parce que c'est peut-être la vieille économie, etc., ben, il ne faut pas s'étonner après du retour de bâton. Moi, j'ai jamais considéré que les gens qui travaillent dans les industries agroalimentaires, ils fassent un métier qui est un métier sous-qualifié. C'est les gens qui nous nourrissent quand même. Voilà, ben, il faut savoir le dire et le reconnaître, ce qui n'est peut-être pas toujours le discours qui est entendu par nos concitoyens.
Alors on entend parler aussi beaucoup des grands piliers de la République, et ça vaut pour la Bretagne. Je vais pas parler de République bretonne, vous voyez, voilà, je reste prudent. On a connu la République malouine, mais voilà. pas la République bretonne. Et un de ces grands piliers, c'est l'éducation. Ouais. Il y a quelques jours a eu lieu la rentrée scolaire. On voit les difficultés sur le terrain aujourd'hui. On voit aussi les difficultés des étudiants. Je voulais en dire un mot parce que à Rennes, ils sont très en colère. Les étudiants, ils n'arrivent pas à se loger, ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à étudier tout simplement. Parfois, certains d'entre eux dorment dans leur voiture, comme d'ailleurs des salariés. Est-ce qu'aujourd'hui l'État a failli à ce niveau-là? Est-ce que l'État a abandonné finalement et les étudiants et peut-être les salariés? Alors, il se trouve que pour des raisons professionnelles, c'est un monde que je connais aussi et que je côtoie. J'ai un peu enseigné à l'université, j'enseigne aujourd'hui en post-bac dans un lycée. Il y a deux sujets. Sur l'état de nos universités, il y a une forme de paupérisation de l'université qui est inquiétante, qui fait que les conditions d'accueil ne sont pas à la hauteur, que ce soit les bâtiments ou que ce soit aussi la capacité à délivrer l'enseignement. Sur les bâtiments, la région, elle est là encore présente, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on va au-delà de nos compétences. On va participer à une expérimentation immobilière sous la houlette de mon collègue Olivier David pour essayer d'accompagner, comme on le fait pour nos lycées, hein, la transformation des bâtiments universitaires pour avoir de meilleures conditions d'accueil. Mais c'est vrai qu'on a un système aujourd'hui qui est compliqué, parfois angoissant d'ailleurs pour les jeunes. Et puis il y a la question de l'accès, comme vous le disiez, aux services de base, d'alimentation, la santé. Voilà. Alors, je n'ai pas précisé, mais la santé pour les plus jeunes. Et donc, on essaye là encore d'accompagner pour le coup, les étudiants. Et il y a un plan sur la vie étudiante qui avait été présenté au premier semestre par Olivier David. On essaye d'accompagner les associations qui aident elles-mêmes les étudiants. Mais là encore, on est sur de l'accompagnement, parce que n'étant pas en responsabilité à titre principal, eh bien, on ne peut pas être probablement à la hauteur des enjeux. Donc là encore, il y a une question de savoir, est-ce qu'on est pleinement en responsabilité, avec un peu les mains libres, si je puis dire, pour travailler sur le sujet. Moi, je suis assez frappé, on parlait d'alimentation, par la différence qu'on constate aujourd'hui entre ce que font les lycées publics bretons avec le bien manger, avec la montée en puissance de la loi Egalim, avec une tarification sociale qu'on a mise en place, et les difficultés que le Crous a à assurer ses missions. Et je pense que ce soit sur la qualité ou le coût d'accès aux repas qui sont délivrés par le Crous, il y aurait beaucoup à s'inspirer de ce qu'on essaye de faire dans les lycées bretons publics, comme nos collègues des 4 départements le font, et ils montent à bord de la centrale d'achat pour la qualité des aliments, par exemple, dans les collèges. Donc, moi, je ne verrais pas d'un mauvais œil que les étudiants, via le Crous, soient aussi concernés par nos politiques publiques. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas compétents en la matière, par exemple. Il faut revoir les compétences des régions, de la région Bretagne en l'occurrence, par rapport à ce que l'on disait autour des compétences de l'État, redéfinir un peu le fameux millefeuille administratif. Qui n'est pas un millefeuille territorial. Qui n'est pas un millefeuille Cette territorial. expression-là aussi me met beaucoup en colère. Il n'y a pas de millefeuille territorial, il faut que vos auditeurs l'entendent. Il y a un millefeuille administratif qui est un millefeuille de l'État. Je pourrais vous parler très longtemps de toutes les agences de l'État qui existent, voilà, avec plein de gens qui travaillent là-dedans, qui nous complexifient un peu la vie, mais les collectivités territoriales, il y a 3 niveaux, il y en a toujours eu 3, et on n'est pas en doublon, on est en complément, donc surtout en Bretagne d'ailleurs. Un dernier mot, il nous reste 3 minutes, j'aurais voulu vous entendre aussi, allez, on va terminer, on a commencé avec la politique, on a parlé de gros sous, on a parlé d'aménagement du territoire en quelque sorte, et là je voulais terminer par la politique. 3 conseillers régionaux appartenant à l'ex-majorité présidentielle ont choisi de rejoindre Loïc Chenet-Girard, donc la majorité régionale. Est-ce que pour vous, c'est un signe de changement politique ? En tout cas, il y a une constance de Loïc Chenet-Girard dans la méthode. Je rappelle, entre 2 tours de l'élection régionale, une discussion avec la liste de Daniel Cueff et Bretagne Ma Vie, et on signe un accord politique avec un projet augmenté, notre projet augmenté, et moi je me satisfais tous les jours de travailler avec les collègues du groupe Bretagne Ma Vie et Daniel Cueff, parce que je pense qu'on n'aurait pas fait la même chose. Depuis, on a plus de 430 amendements, je crois, déposés par les oppositions qui ont été intégrés. Donc, on continue cette attitude
d'ouverture, de co-construction, y compris avec les groupes d'opposition, parce qu'on ne prétend pas avoir la science infuse tout seul. Bon, donc il y a quand même une méthode qui est installée depuis le départ par le président René Girard. Il y a les élections nationales, j'y reviens pas à ce que vous avez évoqué, qui forcément a provoqué des réflexions. Il y a eu des discussions politiques avec deux groupes, Braise-Aglaise et Europe Écologie Les Verts avec Ronan Pichon. Elles se poursuivent et on verra comment elles débouchent. Braise-Aglaise a fait un communiqué de presse hier plutôt constructif à notre égard. Et puis après, il y a le groupe issu de la liste Nous la Bretagne, avec lequel il n'y avait pas de discussion politique, puisque son président Bernard Marbeuf n'a jamais manifesté l'intention d'intégrer notre groupe, notre majorité, mais avec des collègues au sein de ce groupe qui se reconnaissent désormais plus dans la démarche du président René Girard et qui ont fait le choix individuellement de nous rejoindre, et on est très heureux de les accueillir. Je crois que toutes ces discussions-là témoignent de cette posture et de cette méthode qui prouve que même quand on est en majorité relative, si on est un peu ouvert, on doit pouvoir arriver à construire des choses. Il y aurait comme un message. Un peu. Stéphane Perrin-Sarzier, vice-président du Conseil régional de Bretagne, en charge des finances, était avec nous en direct ce matin. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous, d'avoir accepté l'invitation et je vous souhaite une très belle journée. À vous aussi, merci beaucoup. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.